Qu'est-ce que l'aquaculture? Quels sont les enjeux, les avantages et également les opportunités d'une telle production? L'aquaculture est tout simplement la culture ou l'élevage d'espèces aquatiques. Elle intègre l'élevage des poissons, d'eau douce ou marins, on parle de pisciculture, de crustacés, on parle de pénéiculture, de coquillages, on parle de conchiliculture, et d'algues, on parle d'algoculture. La production aquacole est en pleine augmentation dans le monde, avec plus de 130 millions de tonnes produites par an, contre une production par la pêche qui stagne autour de 90 millions de tonnes. Mais cette augmentation est principalement le résultat d'une production croissante en Asie qui représente 92% de la production aquacole. L'aquaculture produit environ 8% des protéines animales destinées à l'alimentation humaine. Elle apporte également des éléments nutritifs particulièrement importants pour la santé humaine. Elle représente donc une source d'alimentation incontournable. Les activités aquacoles sont, pour la plupart, réalisées dans des conditions non contrôlées, en pleine mer, en étang ou en rivière, et donc très soumises aux aléas climatiques et pollution. Inversement, comme toute activité humaine, les activités aquacoles entraînent des contraintes sur l'environnement que l'on doit bien connaître pour les minimiser et améliorer la durabilité des filières. Ces liens influencent directement la perception que la société a de cette production et indirectement l'économie de ces productions. Il s'agit là des trois grands piliers de la durabilité des filières de production. Dans cette présentation, nous aborderons uniquement les impacts environnementaux de l'aquaculture à une échelle très globale, c'est-à-dire les impacts de l'aquaculture qui peuvent être comparés aux autres filières de production. Pour cela, nous aborderons les effets liés à l'alimentation de l'aquaculture nourrie, l'utilisation d'eau douce, l'utilisation de terres agricoles utiles et les émissions des gaz à effet de serre. Voyons tout d'abord l'impact lié à l'alimentation des espèces nourries. Ce qu'il faut savoir, c'est que certaines espèces aquacoles sont nourries directement par le producteur. C'est le cas pour la très grande majorité des productions piscicoles et pénéicoles. Cette aquaculture nourrie utilise un aliment riche en protéines et en lipides, mais se classe parmi les bons élèves de la production animale, avec des taux de rétention de protéines et de calories élevés, notamment pour les espèces les plus sélectionnées. Ainsi, le saumon atlantique est proche des performances de rétention des poulets de chair, avec 25 à 30% des protéines et calories apportées dans l'aliment, retenues dans les parties comestibles du poisson. L'aquaculture nourrie représente donc une solution intéressante pour nourrir efficacement 9 à 10 milliards de personnes en 2050. Cependant, une partie de cet aliment provient de farine et d'huile de poisson, qui assurent une bonne croissance des espèces nourries en aquaculture. La part de poisson dans l'aliment aquacole varie en fonction des espèces, avec une utilisation très faible pour des espèces initialement herbivores ou omnivores, comme la carpe, moins de 1% de sa ration correspond à de la farine de poisson, contrairement aux espèces piscivores qui nécessitent une fraction bien plus importante, plus d'un tiers de l'aliment des anguilles japonaises et de la farine de poisson. L'apport de farine et d'huile de poisson est principalement réalisé par la pêche de petits poissons pélagiques. Cette pêche est aussi appelée pêche minotière. Elle représente près de 20% des débarquements mondiaux, alors que la majorité de ces poissons pourraient être consommés. Il s'agit là également d'une pression sur les écosystèmes marins, puisque ces poissons sont importants pour l'ensemble de la chaîne alimentaire. Pour réduire cette dépendance à la pêche minotière, la filière piscicole travaille depuis de nombreuses années à la substitution des farines et huiles de poisson par des alternatives végétales. Il s'agit là d'un travail conséquent de la part des spécialistes de la nutrition des poissons, des formulateurs d'aliments, mais également des généticiens qui cherchent à sélectionner les individus d'une espèce capables d'utiliser au mieux ces alternatives. L'aliment du saumon atlantique en élevage a ainsi fortement évolué depuis les années 90, en passant de 90% d'aliments d'origine aquatique à 22% en 2020. Enfin, les producteurs d'aliments utilisent maintenant les coproduits de la pêche comme source partielle d'huile et de farine de poisson. La part d'ingrédients issus de poissons est donc en forte réduction, et cela se fait au bénéfice des végétaux terrestres qui représentent maintenant la plus grosse fraction de l'aliment. Or, la production végétale terrestre requiert des surfaces agricoles qui sont, par conséquent, pas disponibles pour d'autres activités. Si on combine ce changement d'alimentation et l'augmentation exponentielle depuis des décennies de l'aquaculture nourrie, nous observons mécaniquement une très forte augmentation des surfaces utiles utilisées par l'aquaculture au détriment d'autres productions ou de forêts. Il est ainsi estimé que la production d'une tonne consommable de saumon nécessite en moyenne 4800 m² de surface terrestre. Pour les espèces en eau douce, ces surfaces sont augmentées par les surfaces nécessaires à l'élevage.
Là encore, l'aquaculture fait figure de bon élève dans le domaine des productions animales, puisque la production de poulet, pourtant la moins consommatrice de surface terrestre, nécessite 14 800 m² pour 1 tonne de poulet consommable. L'aquaculture a aussi des besoins en eau douce qui sont principalement liés à l'aliment. En effet, la production des végétaux nécessaires à l'aliment utilise de l'eau douce, et donc l'augmentation de l'incorporation de végétaux dans l'aliment, associée à l'augmentation de la production aquacole, entraîne une augmentation de la consommation en eau douce liée à l'aquaculture. Il est ainsi estimé que la production d'1 tonne consommable de saumon nécessite en moyenne 155 m³ d'eau douce. Pour les espèces élevées en eau douce, ces surfaces sont nécessairement également augmentées, en raison notamment de l'évaporation de l'eau, surtout pour les espèces tropicales. À titre de comparaison, la carpe utilise ainsi 3500 m³ d'eau douce pour 1 tonne produite. À nouveau, l'aquaculture, principalement marine cette fois-ci, est particulièrement peu consommatrice d'eau, en comparaison des autres espèces terrestres. Il est important de noter que les productions d'espèces extractives, c'est-à-dire non nourries par l'homme, comme les productions de bivalves ou d'algues, ne sont pas concernées par ces impacts, puisque ces impacts sont principalement liés à l'alimentation des espèces nourries. Ainsi, 1 tonne produite d'huîtres, de moules ou d'algues ne nécessite presque aucune utilisation de surface utile terrestre ou d'eau douce et aucun poisson issu de la pêche minotière. Il s'agit là donc de filières particulièrement intéressantes pour produire durablement. Enfin, il est indispensable de s'intéresser également aux émissions des gaz à effet de serre, principale cause du changement climatique. Comme pour la majorité des impacts, certaines espèces aquacoles sont à nouveau moins impactantes que les productions animales terrestres, dont la production de poulet qui est la plus efficiente des productions terrestres. Cependant, l'émission de CO2 des productions d'espèces extractives est encore largement inférieure, puisque les productions de bivalves et d'algues produisent 4 et 5 fois moins de CO2 que le saumon respectivement. L'aquaculture peut donc devenir une solution très intéressante pour nourrir 9 à 10 milliards d'êtres humains en 2050. Les impacts qu'elle peut avoir sur son environnement sont cependant à réduire, et pour cela, la filière aquacole se saisit actuellement de solutions particulièrement intéressantes.